Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Bonjour à tous mes amis et bienvenue Place du Marché, votre magazine qui vous fait tout déguster chaque dimanche. Tout le monde subit la crise sanitaire en France et ailleurs, et on peut dire que les restaurateurs, plus que les autres, la subissent, et pourtant. Il faut toujours croire qu'à quelque chose, malheur est bon, j'adore ce proverbe, puisque bon nombre d'entre eux ont retroussé leurs manches, pour ne pas crever, il faut le dire, et proposent de la vente à emporter, ce qu'on appelle le take-away chez les Américains. Et du coup, ça participe à un essor inespéré de la street food. Alors la street food, encore un anglicisme, littéralement nourriture de la rue, voilà. Ce que l'on mange dehors, sans assiette ni couvert, en général. Et du plus connu de ces produits, le sandwich. Mais attention, il y a sandwich et sandwich. Ceux dont nous allons parler aujourd'hui sont des sandwichs de qualité supérieure, gastronomique, bistronomique ou simplement bien faits avec de bons produits. Nous allons explorer ensemble aujourd'hui les sandwichs de chef. Sud Radio, place du marché, Vincent Ferniaud. Avec moi en studio, deux as du sandwich, chacun dans sa catégorie. J'ai nommé Moïse Fez avec nous. Bonjour Moïse. Bonjour. Moïse Fez, 25 ans, est déjà à la tête d'une affaire retentissante, créateur de Homer Lobster. Exactement. Comme son nom l'indique, le produit phare, c'est le Lobster Roll, qui est un sandwich américain au lobster, à l'origine américain. Exact, à l'origine américain, et on l'a retravaillé version un petit peu française avec un pain brioché qu'on fait nous-mêmes, contrairement aux États-Unis où ils utilisent un pain hot dog ou pain au lait. Les mauvais pains hot dog industriels qu'on trouve tout blanc et sans goût. Oui, une horreur. On va en parler avec vous, Moïse. Face à vous, pas dans la même catégorie, parce que vous n'allez pas mettre les gants, messieurs. David Radjeber, le chef de l'assiette, mais plutôt en ce moment en arrière-cuisine que dans l'assiette. Absolument. Bonjour Vincent, bonjour Moïse. David. Un champion du monde d'ailleurs. On va le dire. Je suis ravi d'être là. Oui, je suis dans mon arrière-cuisine. Un petit concept créé il n'y a pas longtemps, une épicerie fine où on mange tout simplement avec des beaux produits. Voilà. Alors, vous avez fait tout le début de votre carrière dans le groupe Ducasse, on peut dire, en tout cas aux côtés d'Alain Ducasse. Pendant 15 ans. Oui, pendant 15 ans, vous avez ouvert des restaurants pour Alain Ducasse. Et puis, vous avez ouvert votre assiette dans le 14e à Paris. Bon, évidemment, comme tout le monde, fermé. C'est ça, oui. J'ai ouvert en 2008. J'ai racheté à Lulu. Oui, la fameuse Lulu. La fameuse qu'on Lulu, voyait à la télé, à Absolument. l'époque, quand personne n'y était. Ouais. Oui, c'est ça. Canal+. La fameuse Lulu Lanus, d'ailleurs. C'était son nom. Absolument. Lulu Lalu. Alors, David, comment vous en êtes sorti pour parler simplement vous avez fermé votre restaurant, vous avez eu un gros coup de mou quand même à un moment donné. Oui, il y a eu un gros coup de mou. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà dans l'esprit de vouloir... moi, j'adore aller en Asie. J'avais un peu travaillé aux États-Unis, donc j'avais fait les ouvertures pour Alain Ducasse là-bas. Mais moi, ce qui m'attirait, c'est vraiment aller manger dans la rue. Oui, en Asie, tout le monde mange dans la rue toute la journée. Tout le monde, surtout au Vietnam. Moi, j'adore le Vietnam. Après, en Chine pure aussi, mais Hong Kong, Taipei, Singapour, le marché, le night market de Taipei extraordinaire. Alors moi, j'ai adoré manger les bao. Plein de petits sandwichs comme ça, vachement sympa. Et je me suis dit, si j'ouvre quelque chose, un petit shop, un corner, j'ai pas envie de retomber dans ce que je fais à l'assiette. J'ai envie de me réinventer, de réinterpréter tout ça. Donc, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Un plat pour tous, où justement, c'est un carnet de voyage. Et je fais un pastrami, je fais un bao, je fais un pulled pork. Voilà. Aujourd'hui, j'ai créé une pita, par exemple. Une pita de poulet de haute cuisse marinée à l'ail, au curry, avec un petit condiment spicy. Ouh là 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 là, il y a plein de choses. Calmez-vous, David. Moi, j'ai faim. Vous me parlez de oui, c'est dimanche lobster. matin. Moi, j'ai faim. Le déjeuner, c'est dans 2 heures à peu près, puisqu'il est 10 heures du matin. Donc voilà. Face à vous, je le disais donc, Moïse Fez. Alors Moïse, ce lobster, il n'a pas attendu, effectivement, il n'a pas attendu la crise sanitaire, puisque vous avez démarré bien avant. Vous, alors, on peut pas dire que le restaurant est fermé, parce que vous, dans votre concept, c'est déjà du takeaway, largement. Oui, alors... Après, contrairement à un autre concept de street food, c'est vrai qu'on s'attend à ce que je fasse beaucoup de takeaway, mais de base, je fais 80% de mon chiffre sur place. Ah oui, quand même. Les gens viennent sur place. Mais dans des petites structures. Dans des petites structures, on a moins de 30 places assises, mais on fait passer quand même 300-400 personnes en une journée. Vous diriez que c'est du fast-food de haute qualité ?
Oui, c'est ma version de la street food. Après, le but, ne cherchais pas à me placer en street food de luxe. Oui, c'était le but de prendre du homard et le rendre accessible. C'était plutôt l'inverse. C'est plutôt ça. que d'amener la qualité au plus grand nombre. Exactement. Donc après, oui, l'offre takeaway et Deliveroo était déjà en place, mais pas assez bien mise en place. Et c'est vrai que quand il y a eu le premier confinement, j'ai dû fermer pendant 4 semaines. Et quand j'ai décidé de réouvrir, là, j'ai décidé de faire un packaging légèrement différent, un beau sac, un bel emballage pour qu'on puisse recevoir à la maison et se sentir un peu comme au resto. Alors, avant de découvrir les merveilles de David Radjebert, ces recettes, parce que vous êtes quand même pour une cuisine assez tradie, hein. Vous aimez la bistronomie sur fond de tradition, vous êtes auvergnat, donc il faut qu'il y en ait dans l'assiette. Hein. Ah, mais moi, j'aime la cuisine bourgeoise, hein, je le revendique. Moi, j'adore les tours de canard sauvages au colvert, les lièvres à la royale, le cassoulet. Donc, vos sandwichs, ils ressemblent à ça quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours bien cuisiné ce qu'on trouve à l'intérieur. Non, mais c'est pas roboratif, attention, c'est bien équilibré. Mais non, justement, l'offre que je donne à l'arrière-cuisine n'a rien à voir avec ce que je fais avec l'assiette. C'est très important. Très important à dire. Très important. Bon. En revanche, du côté de Homer Lobster, alors première question, excusez-moi, hein, j'ai oublié de vous demander, est-ce que ça vient des Simpsons, Homer Lobster? Pas du tout. Pas du tout. Alors, qui est cet Homer alors? Alors Homer, c'est le début de homard et la fin de lobster. Ah d'accord, tout simplement. Oui. Aux États-Unis, toutes les boutiques de lobster roll, c'est le prénom de la personne comme des délicatessen, c'est le prénom de la personne ou le nom avec lobster derrière. Je m'appelle Moïse, je me voyais pas du tout mettre Moïse Lobster, ça colle pas trop. donc il me fallait un nom. Sauf qu'il a ouvert la mer, peut-être qu'il a trouvé des homards. Exactement. Mais je m'attendais à un peu trop de charriade, donc je me suis dit il faut un nom que les gens puissent retenir et voilà, avec Homer, on va penser soit aux Simpsons, on va penser à l'Odyssée. Homer homard, quoi. Oui. Voilà. Donc c'était le moyen de faire le lien entre tout ça. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans vos rolls en 1 minute? Alors, en 1 minute, c'est dans un pain brioché que je fais moi-même. On toast le pain sur la mie et à l'intérieur, on a du homard. On est plus connu pour le homard, mais on fait homard ou crabe. Oui. Et on a 2 recettes traditionnelles. La classique du Maine où le homard est mélangé avec une mayo maison et un peu de ciboulette sur le dessus. Vous dites du Maine parce que c'est le paradis du homard sur la côte est des États-Unis. Exactement. Hein. Alors, il y a une petite guéguerre entre les deux États, le Maine et le Connecticut. Et Connecticut, bien sûr. Donc, dans le Maine, on mange le homard mélangé à de la mayo maison. Il y en a qui rajoutent des morceaux de céleri. J'aime pas ça personnellement, donc j'en ai pas mis, avec un peu de ciboulette sur le dessus. Et ma version du Connecticut, qui est la recette qui m'a fait gagner un championnat. Oui, parce qu'il le disait, David Radjebert, vous êtes champion du monde du lobster roll. En 2018. Devant les Américains. Exactement. J'ai gagné à Portland, dans le Maine, en 2018, le championnat du monde de lobster roll. Et avec la recette du Connecticut, donc le homard, un beurre citronné qui vient légèrement tiédir le homard et un petit mélange d'herbes, un petit assaisonnement secret, entre guillemets. Ah, ça y est, il y a des secrets. Il est coquin, il y a déjà des secrets. David, vous l'avez goûté, le lobster roll? Je l'ai goûté, ouais, j'adore vraiment. Ah, c'est vraiment tout simple, mais c'est gourmand parce qu'il y a cette brioche, quoi. Oui, ce pain brioché qui est riche. Oui. Puis c'est parfaitement équilibré, il y a ce côté citronné qui vient casser un peu le gras derrière. Là. C'est ça. Et donc c'est super bien. Mais tu pourrais le faire aussi avec des crevettes aussi. Alors, je fais avec du crabe, je fais aussi avec des crevettes. C'est vrai que pendant la pandémie, j'ai arrêté les crevettes parce que les crevettes, je les vendais beaucoup plus pour les gens de passage qui connaissaient pas le concept et qui voulaient pas forcément payer un sandwich 17-18 €. Ils s'aventuraient plus sur les crevettes aux alentours de 12 €. Mais là, c'est vrai que les gens commandent que le lobster roll. Donc j'ai décidé d'arrêter les crevettes vu qu'on fait que des produits frais. Oui, bien sûr. Mon but n'est pas de jeter, donc là je me suis concentré que sur le homard et sur le crabe. Combien de magasins aujourd'hui, enfin de restaurants? Alors 2 sur Paris, à savoir un dans le Marais qui est le premier rue Rambuteau, un deuxième à Saint-Germain-des-Prés, et on a un point de vente toute l'année, bon là qui est fermé, au Carlton à Cannes. Ah, le Carlton à Cannes, ça classe, voilà. Tout de suite. Et vous pensez franchiser un peu en France? Alors, mot franchise me plaît pas trop. Oui, je me doute. Vous préférez rester en France. Je commence à entamer un petit développement en France. Bon, mais step by step, voilà, je suis tout seul, donc j'essaye. Déjà, on a des problèmes de personnel, donc le but c'est de... Et puis il faut les impôts, il faut trouver des homards. Mais cela dit, faut trouver la ressource est plutôt aisée en ce moment en matière de homards. Bon alors, on parle sandwich ce matin, on parle sandwich de qualité, bien sûr. Et il aime pas le mot, David. Vous allez voir dans une seconde. Je vais lui demander comment vous appelez ça chez vous. Si on parle sandwich, on est obligé de parler de pain. On l'a compris avec votre pain brioché qui fait déjà, qui est l'attaque en fait. Dès qu'on mord dans un lobster roll de chez vous, on a ce côté extrêmement moelleux et parfumé. Alors, si on parle de pain,
pain, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est vraiment le domaine des boulangers. Et j'ai passé un coup de fil à un ami boulanger, comme dans certaines émissions. Le coup de fil à un ami, c'est Sylvain Herviot, qui est mof boulanger en Bretagne. Bonjour Sylvain. Salut Vincent, bonjour à tous. Alors, on parlait déjà de pain brioché, mais ça c'est déjà, je dirais, un pain élaboré. On va se quitter 1 minute, Sylvain, pour se retrouver tout de suite après la pub et qu'on parle un petit peu de pain, hein, parce que ça aussi, ça a bien changé. Avec plaisir. Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Aïe, 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 10h15, on sonnait à la cloche de Place du Marché et il fait déjà très faim ici. Hein. On a déjà l'appétit aiguisé par le lobster roll, ce fameux sandwich au homard de Moïse Fès qui est avec nous ce matin, Homer Lobster. En face de lui, David Radjeber, le chef de l'assiette. Et au téléphone, du côté de Rennes, notre ami Sylvain Herviot, enfin mon ami Sylvain Herviot, mof boulanger. Mof, alors pour ceux qui sont vraiment des béotiens, meilleur ouvrier de France, boulanger. Bah oui, il faut le dire. Hein. On parlera pas de ces chefs-d'œuvre en matière de pain. En revanche, mon cher Sylvain, on a démarré cette émission sur le renouveau du sandwich parce que la street food, parce que restaurants fermés, parce que les gens mangent dehors et font de la vente. Enfin, les restaurateurs font de la vente à emporter. Mais il faut rendre aux boulangers ce qui leur appartient. C'est eux quand même les pros du sandwich. Ça fait longtemps que les boulangers proposent des sandwichs. Ah bah c'est clair que la profession a su s'adapter pendant de nombreuses années sur cette vente à emporter avec un produit que nous on sait faire. Bon, effectivement, on est parti du classique jambon beurre qui était quand même notre référence et puis aujourd'hui, grâce au talent des cuisiniers, on a réussi à mettre au point des produits qui sont juste merveilleux. Eh oui, les boulangers pour le pain et les cuisiniers pour la garniture, quoi, en quelque sorte. Ben, c'est une symbiose qui a bien fonctionné déjà. Par le passé, ancestralement, les gens aiment bien manger, mais c'est vrai que cette association pain et talent culinaire fait des fois des mélanges qui sont assez explosifs et assez détonnants. Mais moi je veux parler du pain, c'est très important parce que trop longtemps on a considéré le pain juste comme quelque chose qui servait à tenir la garniture, hein, sans trop s'occuper du goût, des qualités nutritionnelles. Du coup, ça a été battu en brèche, hein, le pain, sur le plan diététique, etc. Et puis, il y a un travail formidable des boulangers depuis 20 ans pour avoir d'abord des pains extrêmement divers et variés, mais surtout qui sont bons pour la santé. Ah bah, la diversité a été très importante. Aujourd'hui, c'est vrai que l'impact nutritionnel sera le credo de tous les boulangers dans les 15 prochaines années. Il est clair qu'on doit être capable de sélectionner ses matières premières, on doit essayer de trouver les meilleures farines, pas forcément à l'autre bout de la France. Le local fait aussi partie de notre métier de boulanger. On est aussi des locavores avec essayer de trouver des variétés de blé qui, d'un point de vue nutritionnel, auront subi très peu de transformation, qui permettra d'avoir un produit sain et voire même très noble sur la base du sandwich, quoi. Du coup, il y a de plus en plus de... Moi, je me suis un peu battu, enfin, je me dirais tout seul dans mon coin, contre les machines à faire le pain à la maison, parce que pour moi, ça, c'est pas de la qualité de ce qu'on trouve chez son boulanger, pour peu que ça soit un bon boulanger. Il y en a quand même pas mal en France. Et est-ce que aujourd'hui, cette union sacrée là entre les restaurateurs et les boulangers, ça fonctionne bien? Est-ce que les boulangers vendent beaucoup à travers les restaurants? Bah, ça fonctionne bien. À partir du moment où on vend du pain, nous, les boulangers, on est contents. C'est ça qui est important. C'est de pouvoir mettre à la portée de tout le monde cet aliment qui est relativement complet, relativement noble et effectivement, en plus, d'un point de vue nutritionnel, très très sain. Donc, si les gens mangent du pain, derrière, la consommation, elle augmente et tout le monde est gagnant. Et puis, il faut le rappeler, le pain, c'est notre sucre lent à nous, les Français. Hein. Autant les Italiens mangent des pâtes, autant les Chinois vont manger du riz ou d'ailleurs, ou d'autres préparations au blé, hein. Mais nous, le pain, c'est notre sucre lent. Oui, c'est notre sucre lent. Et puis aujourd'hui, on a des techniques avec de très faibles pétrissages, avec le levain, qui permettent de baisser un indice glycémique relativement bas. Et là, le pain devient vraiment un sucre très très lent. Et donc du coup, on n'a plus ce sentiment de fringale à 10h du matin, où on prend un petit 4 routes. Bon, c'est bien de faire un 4 routes avec les copains. Ah bah oui, il va le dire, David. Mais une chose est claire, c'est que on va permettre de couper la faim sur toute la matinée pour enchaîner sur le repas du midi, et puis après finir la journée, quoi. Mais effectivement. Et on n'oublie pas que c'est comme pour la pizza, je le répète souvent, la pizza, c'est d'abord la qualité de la pâte. Hein, ce qu'on met dessus, bien sûr, c'est important, mais c'est comme le sandwich. D'abord le pain, hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Le pain est dans la mesure du possible un pain d'une qualité artisanale et puis un pain qui va permettre de sublimer la composition à l'intérieur. C'est-à-dire que si le produit est un petit peu souple à l'intérieur, on va partir sur un pain très croustillant, et si le produit est un peu crunchy à l'intérieur, on va partir sur un pain moelleux. On parle quand même de casser la croûte, hein.
Donc il faut bien qu'il y ait de la croûte, hein, si on veut casser la croûte, Sylvain Herviot. On est entièrement d'accord. D'ailleurs, David Radgeber, qui est avec nous, il aime bien le terme de casse-croûte plutôt que sandwich. Ah, moi, j'ai tout francisé. Je ne veux pas qu'on dise chez moi, on vient manger un sandwich. On vient casser la croûte, justement. On vient rompre cette croûte-là, bien cuite, là, qui craque, là. Alors, je rappelle, hein, pour les étymologistes distingués, sandwich vient du nom du Lord Sandwich, qui était un grand joueur de cartes et qui avait inventé le sandwich pour ne pas avoir à dîner, à couper en fait ses parties de cartes et pouvoir manger d'une main en tenant ses cartes de l'autre. En revanche, casse-croûte, je crois que c'est apparu à la fin du 19e. Casse-croûte, ça vient évidemment de casser la croûte, c'est-à-dire la croûte du pain. Au début, on casse la croûte, on partage avec quelqu'un. Absolument. Hein, mais enfin, pardon, Sylvain ? C'est le mot copain. Hein. Oui, copain, absolument. Mais copain, ça veut dire partager son pain, hein, être ensemble autour du pain. Alors justement, David Radgeber, oui, monsieur Vincent. Dans votre arrière-cuisine, là, le pain, c'est important. Vous avez un partenariat important pour la boulangerie. Le pain, c'est important. Moi, je travaille aussi côté Locavor avec Alex Boruchesti, qui est du temps au pain, qui vient de s'installer il y a 2-3 ans. Et par exemple, pour le pastrami, il m'a fait un pain noir avec vraiment un blé ancien. Donc chaque casse-croûte que je veux faire, je lui en parle et on utilise le bon pain pour le bon casse-croûte. Et dans votre pastrami, il y a de la moutarde douce, des pickles, des trucs comme ça ? Il y a du relish betterave et relish concombre. Relish betterave, relish. Le relish, alors le relish, ça veut dire en fait une sorte d'aigre-doux, quoi. C'est ça. C'est un concombre cornichon mariné, avec graines de moutarde, vin blanc. Ah ouais. Sans additifs, sans rien de plus. Que vous faites vous-même ou... Non, c'est des amis à moi qui sont producteurs, les Jardins de Saphir. Ah, qui font aussi tout un tas de condiments très sympathiques. Parce que c'est important, les approvisionnements. Absolument. D'ailleurs, vous savez quoi ? En face de vous, là, Moïse, je le vois écouter attentivement. Vous savez que ce garçon cuit son homard. Il achète des homards frais en carapace et il les cuit. C'est assez rare hein, pour faire du sandwich. Serait-ce un fast-food de qualité ? J'ai procédé comme ça dès le départ. Donc après, on a gardé ce système et aujourd'hui, à plus grande échelle, mais on s'occupe de les cuire nous-mêmes et de les décortiquer nous-mêmes. Sylvain Herviot, vous qui êtes boulanger émérite, dans les boulangeries partout en France, il y a une diversité de pains. On y fait rentrer des tas d'autres choses que le blé maintenant. Oui, on y fait rentrer des variétés de blé anciens, on peut y faire rentrer des inclusions de graines, on peut y faire rentrer aussi... Du maïs aussi, d'ailleurs, c'est pas tout nouveau. Hein. On peut y intégrer de la graine de moutarde, et puis il n'y a pas si longtemps que ça, moi, avec un chef cuisinier à Ploufragan, là, on a fait un burger avec une inclusion de camembert dans le pain directement, et en fin de compte, le burger, une fois cuit, on avait un camembert juste coulant qui venait faire la sauce dans notre burger. À côté de Saint-Brieuc, c'est dans le coin de Saint-Brieuc, ça, non ? C'est ça, à côté de Saint-Brieuc, ouais. Oui, d'accord. Bon, alors, moi, ça me cause, hein, de toute façon, cette variété de pain, parce que depuis l'apparition des pains aromatisés, des pains... supplémentés en graines, en épices, etc. Chacun trouve pain à son sandwich, chaussure à son pied, David. Hein. Je sais pas, vous avez une diversité de pains pour vos... Par exemple, moi je fais un bao, donc on fait les petites brioches, les pains chinois tout blancs. Donc là c'est encore... Le bao c'est des brioches vapeur normalement. Ce sont des brioches vapeur. Ouais. Là je le fais vraiment classique. J'avais vraiment le côté originel que j'avais goûté en Chine. Et j'avais du mal à remettre la pâte vraiment à refaire. Et j'ai une sous-chef qui est coréenne, que j'ai rencontrée à Singapour et qui m'a remontré comment on faisait les temps de pouce. Et parce que pour faire une pâte à bao, il faut quand même presque 3 heures. Et aujourd'hui, on a vraiment réussi à faire notre pâte à bao, mais c'est un petit coussinet d'amour, quoi. Tu vois, tu prends le bao comme ça. Mais ce qui est génial, c'est de faire de la street food, c'est bien. Mais quand tu penses de faire la petite street food ou le casse-croûte, il faut penser aussi aux clients pour pas qu'ils s'en mettent plein les doigts. Il y a plein de choses qui sont aussi qui rentrent dans le contexte de la rue. Bien sûr. Ouais, alors aujourd'hui, on fait le pain à bao à la brioche, on fait le pastrami avec ce pain un peu noir. Voilà. Noir bi. Il y a la pita, on fait le pulled pork avec un buns aussi artisanal que nous on fait maison. Alors, je vais quand même demander à Moïse le secret de son pain brioché là, qui est extrêmement riche.
puisque lorsque vous le faites snacker avant de servir, d'abord ça va maintenir le lobster roll tiède, on va dire chaud tiède, sans trop détruire l'intérieur, parce que le problème du homard, c'est que c'est quand même quelque chose de fragile. Faut pas le surcuire, faut pas que ça devienne caoutchouteux pour que ça soit vraiment bon. Il y a une préparation et ensuite au moment de servir, on va juste snacker le roll, c'est ça? Alors la préparation du homard se fait en amont, donc on cuit nous le homard, on le blanchit dans un premier temps, ensuite j'essaie de le décortiquer quasiment à cru, je le mets en poche, excusez-moi. Non, je vous en prie. Je le mets en poche sous vide et je le cuis en poche. D'accord. Ça, c'est pour pouvoir contrôler la cuisson du homard. Ensuite, on s'occupe de le couper, de le peser et de le mettre en petites barquettes et qu'on conserve au frigo. Ça, c'est notre préparation du matin. Ensuite, aujourd'hui, on produit nous-mêmes notre pain. Donc, vous avez un boulanger? Enfin, en tout cas, vous le faites avec on le fait dans votre labo. Exactement. Et je vous raconterai après la petite histoire de l'élaboration de cette brioche. Et ce qui se passe, c'est que oui, on toast légèrement sur la mie, sur les côtés, notre pain brioché, avant de garnir, ce qui fait d'avoir un pain chaud et croustillant à l'extérieur, mais très fondant super moelleux, quoi. Et à température idéale à l'intérieur, avec le homard qui est froid. Et on vient jouer sur ce contraste entre le pain chaud et le homard froid. Sylvain Herviot, on parlait tout à l'heure des qualités nutritionnelles du pain, il ne faut pas l'oublier. C'est important, c'est important. Enfin, il y a évidemment l'aspect gustatif, mais aujourd'hui le pain c'est plus l'ennemi. C'est marrant, je me rends compte que on va dire une crise sanitaire chasse l'autre. Parfois, on nous a beaucoup abreuvé de sans gluten pendant les années précédentes, et puis là évidemment on a d'autres chats à fouetter. Sur le plan de la santé, on dirait que le sans gluten a marqué un petit peu le pas, non? Oui, on est pareil, on a toujours des phénomènes de mode. Pareil, on a eu dans les années 70-80 des problèmes avec les nutritionnistes qui disaient que le pain faisait grossir. On se rend compte aujourd'hui que c'est un aliment de base de notre alimentation, comme tu le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est vrai que le pain, on peut avoir des valeurs nutritionnelles très très intéressantes, donc avec cet indice glycémique très bas, avec des apports de fibres qui vont faciliter le transit intestinal. Et puis surtout une planification au levain qui va permettre une reminéralisation de l'organisme. C'est-à-dire que au niveau de l'intestin grêle, on a de l'acide phytique. Et le fait de consommer de l'alimentation normale piège les minéraux. Et avec une consommation de pain au levain, on va casser l'acide phytique et va permettre une reminéralisation de l'organisme grâce à cette phytase. Et donc du coup, pour avoir une santé de fer, quoi. C'est ça, de reminéraliser. Une santé de fer et surtout pas de carence. Le petit coup de fatigue pendant l'hiver, la petite paupière qui frétille parce que le manque de magnésium, etc. Donc le pain, lorsqu'il est bon, permet d'avoir l'alimentation la plus complète qui soit. Donc, c'est plus interdit de manger du pain, c'est une bonne nouvelle au moment où il y a un renouveau du sandwich bistronomique. On est d'accord? Il faut manger du pain. Merci beaucoup, Sylvain. Allez, on se quitte une minute. Merci. Je vous laisse aller pétrir, Sylvain Herviot. Je sens qu'il y a du boulot, même le dimanche. Pour le boulanger, il n'y a pas de jour de repos. Bonne journée. Allez, on se retrouve dans une seconde et on continue à faire un petit tour d'horizon. On ira du côté de Lyon, parce qu'à Lyon aussi, le mâchon, on connaît. Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Place du marché, ce matin, on se fait un casse-dalle, figurez-vous. Alors, casse-dalle, casse-croûte, casse-dalle, parce que ça casse la dalle. Ça casse la dalle. Mais ça vient de la dalle en pente, ça faisait plutôt de la soif que de la faim, la dalle. Le casse-croûte, c'est le pain. Quel érudit quand même. Non, mais il faut savoir de quoi on parle quand même. Tu connais ton dos, quoi. David Radjebert, qui me chambre gentiment, le chef de l'assiette. Mais vous avez le droit, David, il n'y a pas de problème. Et en face de vous, Moïse Fez, toujours avec nous, de Homer Lobster, c'est-à-dire le homard de Homer. Le homard de Homer. Alors, mes amis, j'ai fait ce matin une petite virée du côté de Lyon, figurez-vous. Parce que là, on était quand même un peu trop parisien à mon goût. Et quand on parle de casse-croûte, quand on parle de casse-croûte de la matinée, il y en a qui sont fortiches, c'est les Lyonnais, avec leur mâchon. Ah bah oui, mais tu te rappelles que j'ai ouvert les Lyonnais pour un Ducasse, on faisait les mâchons. Ah bah voilà. Les gratons, le gras double et tout. Quel bonheur. Oui, mais ce matin on parle de sandwich. Saucisson brioché. Et alors les Lyonnais s'y sont mis aussi et j'ai fait appel à un blogueur, un Instagrammeur, un gastronome itinérant. C'est Cyril Montaigu. Bonjour Cyril. Bonjour messieurs, bonjour Vincent. Bonjour Cyril. Alors Cyril, oui, écoutez, ça va, sauf qu'on parle beaucoup, on mange pas beaucoup. Mais bon, c'est vrai, il y a le pastrami là qui m'attend. Mais après, si je parle la bouche pleine, je me fais enguirlander. Allez, Cyril, votre page Instagram, @Cyril_, je rappelle que c'est le tiret du bas, MNTG.
Hein, c'était plus simple que de mettre votre nom entier? Bah, en fait, disons que maintenant je suis resté. C'est vrai que Montaigu c'était bien, surtout pour les sandwichs. Le créateur des sandwichs, c'était quand même Montaigu, j'étais pas loin. Voilà. Alors, Cyril Montaigu, @Cyril_MNTG. Vous, alors, je vous ai suivi sur Instagram, vous faisiez le tour des galettes. Vous avez dû prendre 10 kilos, surtout à Lyon, hein, ça manque pas. Et là, maintenant, vous faites un peu le tour des sandwichs. Alors, c'est vrai que depuis l'émission, depuis le début, et notamment avec Sylvain Herviot, le MOF boulanger de Rennes, avec qui on parlait de pain, on fait un peu le tour d'horizon un peu de cette nouvelle habitude de consommation un peu obligée hein, par la crise sanitaire, par la fermeture administrative des restaurants et par le fait que tout le monde achète en vente à emporter. Et quand on vend à emporter, même en hiver, on mange dans la rue. Hein, c'est naturel. Bien d'accord. Bon, et du coup, le pain, c'est bien utile pour manger dans la rue parce que ça permet de garder les mains au propre et de garder parfois ce qui est à l'intérieur au chaud. Et vous avez fait un petit tour d'horizon, c'est pour ça que je vous ai appelé, pour que vous nous fassiez un peu la sélection lyonnaise des bons sandwichs là, du moment, des nouveaux sandwichs du moment. Eh ben, avec grand plaisir. Vous en avez mis combien dans votre besace? Eh ben, j'en ai pas mal, mais j'ai fait une petite sélection de 4 ou 5. Ah bah génial, alors, on démarre, allez-y. Allez, on commence avec l'épicerie Abel. Ah, l'épicerie Abel. Ah bah oui. Oh bah oui, ça me cause. C'est pas mal. C'est restaurant, 3 épiceries à Lyon quand même. Ah ouais, et c'est pas la fameuse Kiki qui est aux manœuvres? C'est ça, Kiki, la femme du chef Bastien de Pietri. Ah bah vous savez quoi, on va lui passer un coup de fil à Kiki parce que elle fait un sandwich qui m'a carrément fait saliver en photo. Est-ce qu'elle est avec nous ce matin, Kiki? Kiki? Regarde en même Kiki temps. qui est là? Oui, je suis ici. Ah, Kiki Bonjour. Leto, vous aussi, une Bonjour, belle page Kiki. Instagram. Bonjour. Alors, Kiki, Bonjour. toulonnaise déplacée à Lyon. Hein? Exactement, depuis une dizaine d'années maintenant. Bon, et femme du chef, donc, qu'on C'est citait ça. à l'instant. Alors, Kiki, tout le monde dit, il y a un savoir-faire de Kiki dans ses sandwichs qui est particulier. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on vous appelle. Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'a donné extrêmement envie. Après, on laissera Cyril vendre le sandwich lyonnais dans son ensemble. Mais le vôtre, il a un truc qui est dingue, c'est cet œuf mollet. L'œuf poché, oui. Ah ouais, alors là, c'est extrêmement malin. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sandwich, Kiki? Alors, dans mon sandwich, il y a du bon pain. Alors, le bon pain de mie. Et il vient d'où ce pain, d'ailleurs? Le pain vient de la boulangerie Béton. D'accord, ok. Voilà, que je vais chercher en vélo le matin avant d'aller au travail. Ah ouais, c'est vous qui avez... C'est vous qui êtes corvée de pain. Corvée de pain, mais ça ne me dérange pas. D'accord. Et alors, une fois qu'on a ce beau pain, évidemment... Une fois qu'on a ce beau pain, on le tranche. Ouais. On met du cheddar maturé. Ah, du matured cheddar. Oui, Voilà. d'accord. Pour que ça ait du goût quand même. Exactement. Pour que je passe genre 30 secondes au four, pour qu'il gratine un petit peu. Ouais. Ensuite, je tranche le lard et que je grille. Ah oui, du lard grillé. Du lard grillé. C'est du lard Que de je mets poitrine? dedans. Oui, c'est ça, fumé. Ensuite, on a les oignons confits, pardon, de la roquette Ouais. et le fameux œuf poché. Et là, pour moi, ça, Et c'est le là, coup de grâce. c'est Là. bon. Et là, Ah on oui, est non, bon. parce que j'adore les œufs. Je trouve que Oui. c'est un truc quand même génial. Hein. David, on est Génial. d'accord. Ah, hein. j'adore les œufs, oui. Hein, et le fait de le mettre poché, donc que le jaune soit coulant, c'est quand même... ça, c'est une idée de génie. Je Hein. suis en train de le voir. Ouais. Ah, vous le regardez sur Instagram, là? Il donne envie. Hein. C'est hyper gourmand, quoi. Ah oui, oui, Et oui. puis ça rappelle bien justement le lion avec sa salade lyonnaise, avec l'œuf poché. C'est ça, Bien sûr. le saladier lyonnais. Et puis le Exactement. fameux œuf cocotte aussi, hein, Aussi. lyonnais. Hein. Aussi, oui, bien sûr. Eh oui, l'œuf meurette. L'œuf meurette, c'est plus Eh oui. bourguignon, hein, Ah, David bourguignon, Radjeber. là-bas. Ouais, mais, il y a, voilà, il y a l'œuf quand même. Parce que David Radjeber, une fois Ouais, tu sorti sais, de c'est l'Auvergne, tout est pareil. Hein, donc, Pas du tout. Eh, je suis le seul Auvergnat sur Paris qui fait du cassoulet, je vous le rappelle. oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous n'êtes pas raciste, c'est bien. Alors, merci Kiki. Donc, je suppose que c'est livré ou il faut vraiment passer dans les épiceries Non, Abel. voilà, en fait, on a 3 épiceries, comme le disait Cyril, et l'offre sandwich est fait juste à l'épicerie à laquelle je travaille. Qui est où? Voilà. Qui se trouve où? Et
qui se trouve au 77 Courviton à Lyon, dans le 6e. Dans le 6e. C'est ça. D'accord. Bah écoutez, bravo, parce que c'est rare qu'on mette en avant à ce point-là la blanche main qui fait le sandwich. Hein. Oui. Mais parce que souvent le chef, c'est votre mari, est en avant, il l'est pour les recettes. Mais là, s'il y a une petite mention supplémentaire à chaque fois en disant oh là là, Kiki, elle fait un sandwich incroyable. Bah voilà, je voulais vous rendre hommage, Kiki. On viendra vous voir quand on viendra pour le Syrah. Oui, exactement. Merci Cyril pour nous avoir cités. Allez, bonne journée Kiki. Allez Cyril, je reviens à vous. Dites donc, hein, ça donnait déjà envie. Je suis sûr que dans la besace, comme vous le disiez, vous en avez d'autres, des spécialités lyonnaises. J'en ai quelques-unes. Allez-y, je vous écoute. Allez, bon, je vais vous parler de Monsieur Terroir. Monsieur Terroir, ouais, ça me cause comme nom, ça. C'est une jolie collab entre Café Terroir et Monsieur Poulard. Ah oui. Gastronomique Monsieur P, on en entend assez souvent parler quand même. Ah, je l'ai vu celui-là aussi. Et Café Terroir aussi, c'est vraiment chouette. Ah, qu'est-ce qu'il met dans son sandwich, c'est tuant. Du coup, il réinvente aussi le club sandwich. Eh oui, c'est ça. Qu'avec des produits lyonnais faits maison, sauf le pain. Il vient de la boulangerie Otaobom. D'accord. Et alors, dites-moi ce qu'il y a dedans, dans le club. C'est un club classique, genre poulet, bacon, salade, œufs, tomates. Ils ont plusieurs recettes. Moi, celui que j'ai sélectionné, que j'ai préféré chez eux, ça s'appelle Monsieur au poulailler. Oui, évidemment. Voilà. Avec crème de volaille, pickles d'oignons rouges, sucrine et maillot condimenté. Et voilà, voilà, du simple, du bon, simple et efficace, du sans histoire. Voilà. Hein. Moïse Fez, il est tout à fait d'accord. C'est comme si on avait remplacé le homard par du poulet, quoi. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Efficace. Presque. Ouais. C'est marrant parce que moi je faisais le poulet rôti à l'assiette et là maintenant tous les dimanches je fais le casse-croûte poulet rôti avec une baguette ancienne, aioli dedans. Le poulet cuit entier effiloché et je sers le jus de poulet à côté qu'on remet dans la l'ail de Billon. Ouais. L'ail de Billon, bien sûr, la fête d'ail de Billon. Il est quand même auvergnat. Hein, donc et on fait de l'ail noir aussi à Billon. Hein. Ah oui, j'adore ça. C'est vraiment le sandwich qu'on se fait à la maison quand un dimanche midi on se fait le poulet rôti, le soir il en reste, on n'a pas envie de remanger ça. Donc là c'est le casse-croûte poulet rôti. Comme là j'ai fait le casse-croûte savoyard, jambon fumé raclette truffe, tu vois. Bam, on râpe de la truffe comme ça dessus là. Ouais, faut se dépêcher parce que c'est la fin de la saison. D'ailleurs, vous avez arrêté votre croque aux truffes. Je l'ai arrêté, mais j'ai gardé la coquillette là, parce que les gens m'en demandent. La fin de la saison, elle est encore bonne cette année. Oui. Encore 15 jours, 3 semaines. Mais la saison était précoce. On fait pas une émission truffe, mais bon, il faut dire, il faut se dépêcher quand même. Hein. C'est maintenant. Bon, allez, une autre adresse, Cyril, puisque vous tenez vous tenez le haut du pavé là. Ouais, mais c'est pas mal. On va rester en presqu'île de Lyon avec Banetton. Oui. Qui est une nouvelle sandwicherie artisanale qui a ouvert. Banetton, j'en ai entendu parler. Moïse Fez, il connaît. J'en ai entendu parler. D'ailleurs, Banetton, je me souviens plus, mais c'est un rapport avec le pain, il me semble. Ah oui, c'est le petit panier dans lequel on fait pousser le pain, hein. Enfin, originellement. Ouais, originellement, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme sandwich? Leur spécialité, c'est quoi? Leur spécialité, ils n'en ont pas spécialement une, mais chez eux, déjà, tout est fait maison. Le pain et les levains sont bio. Ouais. Et produits frais et locaux. Ah bah voilà. Là, on est dedans. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est la recette coup de cœur de chez moi. Ouais. Le sandwich au pastrami. Alors, pour le coup, le pastrami, c'est pas forcément local, mais bon. Il y a du pastrami local. J'en ai sur la table là parce qu'il m'en a apporté, David Radjebert. J'ai de la chance parce qu'à Lyon, c'est super dur d'en trouver un bon. Ah oui? Et là, pour le coup, il est très bien. Ouais. Venez à Paris, épicerie l'arrière-cuisine, 179 rue du Château, Paris 14. Alors, il faut dire que le pastrami, c'est en fait une charcuterie de bœuf. À l'origine. Évidemment, c'est issu de la communauté juive d'Europe centrale, comme le pickle fleisch, c'est-à-dire en fait le moyen de faire des charcuteries, évidemment cachères à la base. Et ils sont pas tous cachères les pastramis. Aujourd'hui, on en trouve de toutes sortes. Mais c'est un bœuf épicé en quelque sorte, un bœuf mariné épicé. Vous faites maison? Bœuf mariné épicé. Non, c'est un ami à moi avec qui j'ai fait l'école de charcuterie, qui s'appelle Olivier Brosset, qui me le fait fumer donc et mariner. Avec un petit secret de saumure comme toi. Et ça se coupe très très finement, très fin, ouais. Parce que quand on voit ça dans les délices new-yorkais ou à Montréal, c'est des sandwichs qui sont extrêmement épais. C'est comme un millefeuille de pastrami, quoi. Il le coupe au couteau. Si tu veux, montre-le. Non, on le montre pas parce qu'on est à la radio. J'ai fait le pain toasté, mais il y a tout. Il y a les caméras, c'est bien. Tu peux le montrer, ça va donner envie. Les gens qui vont voir sur YouTube. D'aller sur YouTube. Je vais le faire dans le dernier quart d'heure. Voilà. Tout à l'heure. Demain midi, je vais le goûter. Bien demain midi. Il faut qu'on parle de toute façon. Avec plaisir.
Cyril, c'est un pastrami traditionnel, là aussi, assez épais comme ça. Pastrami tradi, ouais. Comme on aime. Ouais, c'est ça, avec un pain de campagne au miel, une moutarde aussi au miel et aux épices, et des pickles choux rouges. Ah, ouais, d'accord. Alors oui, ça doit être extrêmement gourmand. Bah, vous savez quoi, Cyril, vous restez avec nous, parce que vous m'en devez encore 2, hein, des adresses à Lyon. Hein. Pas de problème. On se quitte, il y a toujours une petite pub, toujours un truc à dire, et on se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Oh là là, je salive. En fait, vous savez que ça continue pendant la pub. C'est-à-dire que ça discute de bouffe autour de la table. Ici, comme on est dans la sandwicherie de qualité, souvent chaude d'ailleurs, hein, parce que c'est l'apport des chefs et des cuisiniers dans la sandwicherie traditionnelle. Là, au départ, c'est un peu froid. Eh bien, on est carrément gavé d'idées, d'envies. Et puis, j'ai la chance d'avoir... Alors, je vais le montrer pour ceux qui vont regarder l'émission sur YouTube, hein, parce qu'il y en a quand même. Le sandwich au pastrami. Voilà, c'est celui-là. C'est celui de David Radjeber à l'assiette qui est avec nous ce matin. L'arrière-cuisine. Ça fait bien envie à Moïse Fès qui voit l'intérieur de ce sandwich au pastrami. On va en reparler. Mes amis, on est toujours avec Cyril Montaigu, notre blogueur lyonnais. Alors, Cyril, vous m'avez donné 3 adresses. À Belle Épicerie. Comment s'appelle le deuxième déjà ? On a parlé Maître de Poupard Non, Monsieur Terroir. Monsieur Terroir et Banneton. Et Banneton. Voilà, Banneton, c'était celui qu'on a donné juste avant la pub. Et alors, vous m'en devez encore 2, Cyril. Je veux encore 2 adresses lyonnaises. Eh oui, je suis gourmand, moi. J'avais envie de parler de Pignouf. Ah oui, à base. Alors ça, c'est un sujet que je connais bien. Pignouf, qu'est-ce que c'est ? C'est le petit frère du restaurant Le Commerce, qui est une institution dans le 7e à Lyon. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, qui a ouvert pareil pendant le confinement, envie de se réinventer. Ah bah c'est un peu comme l'arrière-cuisine de l'assiette de David Radjeber, c'est-à-dire sur base d'un restaurant qui fonctionnait bien, on ouvre une sorte d'annexe pour faire de la bouffe à emporter, quoi. Enfin de la bouffe. Je le dis, c'est pas péjoratif pour moi la bouffe, hein, c'est de la cuisine, des plats, des recettes, voilà. Je suis pas vexé. C'est pas des recettes pour le coup. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font eux ? Ils font des sandwichs, ils font un peu de tout, ils font du smash burger. C'est quoi le smash burger ? Parce que ça, c'est un peu à la mode. On écrase le steak. Attendez, j'ai un spécialiste là. Moïse Fès va nous expliquer. On fait quoi ? Le smash burger, c'est quand on vient écraser contre la plaque très très chaude le steak haché, pour qu'il forme une croûte. Après, ça dépend de la quantité de gras qu'il y a dans le steak, mais en général, un smash burger, on compte entre 20 et 30% de matière grasse. Ah oui. Pour que Parce ça que vienne. Généralement, c'est limité à 10-15. Hein, c'est ça. Là, non, le smash burger, c'est entre 20 à 30% de matière grasse pour que ce jus du gras vienne se mettre entre la plaque et la viande et créer comme une croûte légèrement sucrée. Oui, la réaction de Maillard, quand c'est snacké, très chaud du coup. Exactement. Et on écrase vraiment le steak. Bon, après, il y en a qui le font plus ou moins écrasé comme une chips ou pas trop, mais c'est ça le smash burger. Ah bah voilà. Écoutez, il faut suivre un petit peu les réseaux sociaux. À Paris, les spécialistes du smash burger, c'est Dembo à Pigalle. Ouais, Dembo, ouais. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Vous connaissez Cyril Dembo ? Très bon Dembo. Bon. J'ai fait la queue pour pouvoir le goûter. Ah bah voilà. C'est 1 heure de queue assurée par jour. C'est 1 heure de queue assurée. Quand on a le savoir-faire, hein, c'est un peu comme chez vous. Hein, souvent, il y a la queue chez Homer Lobster. Ouais. Sauf que c'est un petit peu cher, pour le dire quand même. Hein, on est dans la queue de Homer. De prix. Oh bravo. Bah oui. La fameuse queue de Homer. Très bien. David Radjeber, je vous mets un bon point. Vous reviendrez. Merci beaucoup. Alors Cyril, donc ça c'est leur truc, le smash burger. Et quoi d'autre ? Alors, c'est leur truc, mais ils font aussi des mac and cheese dans du pain. Ah ouais, alors mac and cheese, encore un anglicisme, c'est macaroni et fromage, hein, on est d'accord ? Exactement, dans un bon pain de campagne. Ah ouais, c'est carrément le sandwich aux frites, quoi. Alors là, je suis pas sûr que... Mac and cheese dans du pain ? Ouais. Ah ouais, ça c'est incroyable. C'est un peu beaucoup, non ? Ça fait beaucoup de sucre lent quand même. Pas mal. On mange pas le soir après. Ah non, c'est sûr que ça doit tenir au corps. Hein. Non, mais cela dit, je veux pas chambrer, mais cela dit, si on met beaucoup de fromage et pas beaucoup de macaroni, c'est en fait un sandwich au fromage fondu, quoi. Bien sûr. Hein, globalement.
Avec un supplément pâte. C'est pas... Voilà, tu l'appelles plus mac and cheese, tu l'appelles fucking mac and cheese. Ah, bah dites donc, restez poli s'il vous plaît, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Ah ouais. Bon, David Radjeber, il se lâche là parce qu'il a faim, je le Non, sens. mais en anglais, ça passe mieux quand même. En anglais, ça passe beaucoup mieux. Vous avez raison. Allez, la dernière de vos adresses lyonnaises, Cyril Montaigu. La dernière de nos adresses, c'est la Table Way. C'est un restaurant bistronomique chinois. Ah qui ouais fait régulièrement des sando. Alors, c'est un sandwich japonais, le sando. Je sais pas si faut qu'on en parle aussi. Ah bah oui. Le sando, c'est quoi ça? Le sando. Alors, en général, c'est le katsu sando. Avec un pain au lait japonais qui s'appelle le Hokkaido. Ouais. Et avec à l'intérieur du porc pané. Ah ouais, qu'on appelle le tonkatsu. Le tonkatsu, exactement. Arigatou gozaimasu. Ah ouais. Excusez-moi. Oh, bah vous savez quoi? Ça me donne une idée. Parce que moi qui suis beaucoup les réseaux sociaux, je vais vous remercier, Cyril, d'avoir fait ce petit tour d'horizon. Vous remettrez, on va se mettre sur les réseaux sociaux, peut-être une story avec les 5 adresses. Hein. Oui, parce qu'on va y aller. Parce que les gens voudront voir en tout cas les pages Instagram de ces adresses lyonnaises. Ça fait plaisir de savoir que le Machon a pris un coup de jeune aussi à Lyon, hein, avec l'utilisation des sandwichs bistronomiques, comme je les surnomme. Enfin, c'est pas vraiment le nom. On va dire des sandwichs de qualité. Et vous m'avez parlé de katsu sando et de tonkatsu. Et moi, je connais un chef parisien qui a fait un thon. Alors, le thon, le poisson, katsu. On en a beaucoup parlé. C'est Guillaume Sanchez. Bonjour, Guillaume. Et bonjour. Alors, Guillaume Sanchez, ce fameux thon katsu, c'était évidemment le jeu de mots. Vous aussi, vous êtes passé à la sandwicherie restaurant étoilé, Nesso, et là, crise sanitaire oblige, fermeture administrative oblige, vous vendez maintenant à emporter et seulement 2 références. Le burger, si je ne m'abuse, et votre fameux fish and chips dont Moïse Sanchez parlait à l'instant en disant qu'il est fameux. Voilà. C'est gentil. Ah bah non, c'est sincère. Hein. Mais oui, effectivement, on a 2 produits sur l'offre, et voilà. Et voilà. Alors, Guillaume, vous êtes connu comme étant quelqu'un d'extrêmement exigeant sur le produit. D'être quelqu'un un chef, je dirais, très très branché produit de la mer, hein, plus que la protéine, on va dire animale venue de la terre, hein, plus que la viande. Vous êtes plus poisson que viande. Mais parce que Nesso est un restaurant de poisson. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est naturellement dirigé vers le fish and chips. À l'annonce du couvre-feu, du premier couvre-feu, et qu'on a fait grossir avec le cheeseburger début janvier. Et vous auriez pas imaginé un burger de poisson comme ça peut se faire avec un poisson pané mais de qualité par exemple? Bah, en fait, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que en plus d'aimer les beaux produits, j'aime aussi en fait énormément la street food. Ah ouais, bien sûr. Et du coup, j'ai pas du tout envie de retraduire ce mouvement-là par des choses trop compliquées, trop réfléchies. Donc on le fait avec beaucoup de rigueur, mais par contre on le fait selon les règles de l'art. Et donc dans un burger, c'est de la viande. Alors c'est ce que me disait David Radjeber ici présent, et je suis sûr que pour Moïse Fay c'est la même chose. Bonjour David Guillaume. me disait, moi j'ai pas du tout envie de faire ma cuisine dans du pain, quoi. Il veut rester simple et traiter les bons produits. C'est ce que vous faites vous aussi. Ouais, mais c'est ça en fait. Mais je pense que le mouvement street food en fait vient d'un mouvement populaire où les gens ont envie de manger simplement. Donc ça sert à rien d'arriver avec nos grosses bottes de chef là en disant on va mettre de la cuisine dans du pain. Alors les gens accrocheront moins parce que ça touche à l'affect. Finalement, la street food c'est des choses que tout le monde connaît et que tout le monde aime. Par contre, si nous aujourd'hui en tant que professionnels on s'attaque à un marché en y mettant nos producteurs, notre savoir-faire et finalement notre rigueur, on arrive à avoir ces produits que tout le monde aime, mais qui sont d'un point de vue santé quand même complètement différents. Mais Guillaume Sanchez, moi je vais vous poser une question subsidiaire. Le jour où votre restaurant rouvre, Nesso, vous arrêtez le burger alors? Eh oui, parce que c'est un succès, hein. Il est annexe, certes, il est dicté par la situation, mais c'est difficile d'arrêter quelque chose qui marche, non? Exactement, et je pense que c'est tout l'enjeu justement de cette période, c'est de réussir à créer des business qui existeront par la suite si on est capable de les assumer. Donc nous, effectivement... Et de mener les deux de front. Exactement. Et donc nous, effectivement, là aujourd'hui, on est en train de travailler
à continuer cette offre malgré la réouverture du restaurant. Et vous, David Radjebert, quand l'assiette rouvre, est-ce que l'arrière-cuisine reste ouverte et propose toujours ses sandwichs chauds, ses sandwichs de qualité? C'est complètement, l'assiette reste l'assiette. On continuera de belles cuisines bourgeoises avec nos beaux produits, et puis l'arrière-cuisine continuera sa street food. Et puis, Oui, vous n'avez pas le don d'ubiquité, vous, par exemple. Vous ne pouvez pas être dans les deux à la fois. Moi, je serai à l'arrière-cuisine parce que je gère un peu les deux. Mais j'ai pris un chef depuis 1 an qui est avec moi à l'assiette. Donc, je lui laisse un peu les manettes. Et moi, je serai plus à l'épicerie. J'ai troqué mon tablier pour une veste d'épicier urbain, cher ami. Je suis sûr que ça te va très bien. Oui, Guillaume. Merci, Guillaume. Il est magnifique. Je t'attends, hein. Mais il a tombé la gapette, là. Je pensais qu'il allait garder la gapette sur la tête, mais comme c'est bien chauffé, les studios de Sud Radio. Moïse, c'est quoi l'avenir de Homer Lobster? Est-ce que vous allez décliner, ou décliner les lieux de vente, ou est-ce que vous allez décliner les recettes? Ou est-ce que vous restez au contraire sur vos recettes, votre savoir-faire? Alors, sur chaque point de vente, il y a toujours 2 recettes traditionnelles qu'on retrouvera partout, les 2 classiques et Connecticut, et 2 recettes propres au point de vente. Donc je cherche à décliner les points de vente par rapport à la demande qui était plutôt forte avant le confinement et qui a explosé pendant le confinement. Donc là, je vais chercher à développer les points de vente, mais à chaque fois avec une particularité sur chaque point de vente. Dites-moi, Guillaume Sanchez, on n'a pas parlé de pain. Votre bun, on peut en parler, le bun de votre cheeseburger? Oui. Alors, le bun du cheeseburger, effectivement, est assez particulier, mais je pense que le plus intéressant, finalement, c'est la partie pain de notre fish and chips. Eh oui. Oui. Qu'est-ce que c'est, d'ailleurs, votre fish and chips comme poisson? Vous prenez quoi, vous? On prend du poisson blanc qui est pêché sur les côtes françaises. D'accord. Voilà. Mais la vraie particularité, c'était de réussir à intégrer l'ADN de Nezo, donc qui est aussi beaucoup sur les fermentations. Oui. Et du coup, le pain qu'on a autour de Fish and Chips est un pain de pommes de terre fermenté qui a une texture très particulière. Ah, donc à la fécule, quoi. Ou comme une fougasse à la pomme de terre. Non, en fait, on fait fermenter de la purée de pommes de terre qu'on ajoute à 50% dans la masse de notre pain. En fait, on l'utilise comme levain. Génial. Parce que ce qu'on a vu ce matin, c'est que, évidemment, qui dit renouveau du sandwich, dit renouveau du pain aussi. Parce que c'est quand même la base du sandwich, c'est quand même le pain. Mais toi qui aimes la fermentation, Guillaume, tu dois aimer faire des kimchi, alors? J'en fais pas mal, mais tu sais, moi, le spectre pour moi de la fermentation est tellement large, bien sûr, qu'il offre des possibilités qui sont assez infinies sur plusieurs styles de cuisine. Et je pense particulièrement à la tienne. Tu vois, sur une cuisine bourgeoise, finalement, quand tu réfléchis, la choucroute, c'est rien d'autre qu'une très grosse base de fermentation. Absolument. Oui, alors, je rappelle que les 3 grands produits fondateurs de notre gastronomie française, que sont le pain, le vin et le fromage, sont 3 produits fermentaires. C'est donc la vie. Oui. Écoutez, on fera une émission sur la fermentation, Guillaume, et je vous demanderai de venir à nouveau à ce micro ou au téléphone pour en parler, parce que c'est très intéressant, la fermentation. Il y a cette part d'impondérable. La vie, on la contrôle pas forcément, et c'est ça aussi qu'on aime parfois dans la cuisine. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume Sanchez. Je vous laisse continuer le travail pour les clients. Merci, David Radjebert. Merci, Vincent. Toujours un plaisir. On vous retrouve toujours dans le 14e à Paris, dans votre arrière-cuisine. Merci, Moïse Fez. Merci beaucoup. Ça m'a donné envie d'un petit lobster roll. Il n'y a pas d'heure pour ça, et puis le déjeuner approche. Merci à vous de faire votre marché avec moi, mes invités, Maxime Sénat, notre réalisateur, Place du Marché. Franchement, cette émission m'a vraiment donné envie d'un bon casse-dalle, moi. Un casse-croûte, comme dit David Radjebert. Enfin, un bon petit sandwich froid ou chaud, avec du bon pain surtout, parce que c'est primordial, on l'a bien vu. Après les informations de 11h, vous devez écouter les clés d'une vie de Jacques Pessis en croquant votre sandwich. Puis vous passerez au dessert avec Nathalie Schrein-Guirmas et ça la France. Et puis après, ce sont les programmes de l'après-midi, et là, on se laisse couler dans un bon fauteuil. On a le droit, c'est dimanche. Allez, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.